Karine Souplet, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne YouTube du Laboratoire de recherche sur la foudre. Et aujourd'hui, tu nous fais l'honneur de venir nous parler de l'astrodessin en première partie et de ton livre que j'ai sous la main, un livre absolument passionnant qui s'appelle Le ciel au télescope, dont tu es l'autrice en coécriture avec Bertrand d'Armagnac. Mais ça, on en parlera en deuxième partie. Donc, merci de nous rejoindre pour ce moment, hein. C'est comme on le fait maintenant tous les mois et demi, un moment de partage lors d'une conférence, d'une intervention, dans le cadre des actions de partage de la culture scientifique que nous menons au laboratoire. Alors, sans plus attendre, je te laisse la main et avant tout, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis donc Karine Souplet. Je suis astronome amateur depuis de très longues années, puisque je crois que j'ai commencé alors que j'avais 13-14 ans. Et puis, j'ai aussi la chance d'en avoir fait mon métier, puisque on va dire qu'à l'heure actuelle, je suis rédactrice et j'ai été également journaliste pour un magazine qui s'appelle Astronomie Magazine, qui est désormais disparu. Aujourd'hui, je travaille pour Stelvision, donc je continue mon travail de rédactrice. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'astrodessin parce que c'est une discipline que j'affectionne à l'ère du tout numérique et des photos à couper le souffle. Il faut bien le reconnaître, hein, les photos astronomiques sont fabuleuses. Moi, je souhaite présenter cette technique qui a aussi beaucoup d'atouts et qui, mine de rien, revient plus ou moins en force. Voilà. Alors, je vais donc présenter un petit peu d'abord mon parcours astro. Donc voilà, donc c'était en 1990 que j'ai eu mon premier télescope. J'étais encore au collège, donc j'avais commencé l'astronomie un petit peu avant. Et lorsque j'ai eu ce télescope, en fait, j'ai très vite basculé dans l'astrophotographie, comme c'était à l'époque quelque chose de, voilà, c'était un peu le Graal de l'astronome amateur. Quand on avait l'équipement pour, on voulait garder des souvenirs en prenant des photos, et à ce moment-là, c'était du négatif. Donc j'ai fait mon petit bonhomme de chemin dans le cadre d'un club d'astronomie qui s'appelle le Club Uranie en Seine-et-Marne. Et puis en 1994, j'ai rencontré des astronomes amateurs comme moi qui pratiquaient et qui pratiquent toujours le dessin astronomique. Et là, ça a été un petit peu une révélation pour moi. J'ai participé un petit magazine, un petit fanzine, on pourrait dire, qui était envoyé par la poste. Et à cette époque-là, tapé, je crois, encore à la machine au début. Donc, qui parlait beaucoup de dessin. Et donc, ça a un petit peu développé ma fibre dessin. J'ai également rencontré d'autres astronomes amateurs, dessinateurs à l'occasion des rencontres astronomiques du PILA, les RAP, qui à ce moment-là n'étaient pas encore les rencontres astronomiques du printemps. Donc Yann Potier, Frédéric Géat faisaient partie des premiers organisateurs à l'époque. Donc à ce moment-là, je faisais encore de l'astrophoto, hein. Et puis au basculement argentique numérique, donc j'ai bien sûr fait de la photo numérique, mais j'ai trouvé finalement que c'était de plus en plus compliqué, paradoxalement, parce qu'il y a quand même un gros travail de traitement des, euh, des fichiers après la prise de vue. Et donc, petit à petit, je me suis tournée vers le dessin, et puis je me suis faite aussi un petit peu l'ambassadrice de cette discipline. Je ne suis pas la seule, hein, loin de là, mais j'aime en parler parce que bon, maintenant c'est un petit peu plus répandu, mais à l'époque où j'ai commencé à faire des présentations, on avait l'impression que les gens découvraient cette technique. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui, c'est ma principale technique pour garder trace de mes observations, même si bon, je dédaigne pas faire de la photo, bien sûr, mais dès que je peux, en fait, je préfère faire du dessin. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors en fait, voilà.
souvent on se dit dessiner le ciel, quelle idée, qu'est-ce qu'il y a à dessiner? Et bien en fait, il y a plein de raisons pour dessiner le ciel. Bon, déjà, la première chose qu'on va penser quand on évoque cette idée, c'est de toute façon, je ne sais pas dessiner. L'astronome amateur lambda, il va se dire ça. Alors en fait, ça, c'est un petit peu, faut pas s'arrêter à cette affirmation parce que dessiner des objets du ciel profond, notamment, je ne parle pas de la Lune, mais le ciel profond puis les planètes, c'est surtout dessiner des points, des taches floues, voilà, des ovales, des choses comme ça. Donc en fait, on va dire que c'est plutôt à la portée de tout le monde. Donc après, avec des fortunes diverses, bien sûr, il y en a qui dessinent, on va dire, un petit peu mieux que d'autres, mais dessiner des points et des taches floues, c'est vraiment à la portée même d'un enfant. Donc, il ne faut surtout pas s'arrêter à l'affirmation « je ne sais pas dessiner ». Il faut essayer avant tout. Parfois aussi, on dit « c'est moins beau qu'une photographie ». Alors, certes, c'est moins spectaculaire qu'une photographie, mais pour avoir montré mes dessins un petit peu partout, pour voir les dessins des autres, moi, je peux vous affirmer qu'en règle générale, le dessin intéresse beaucoup de monde, surprend beaucoup de monde. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant dans le dessin, c'est qu'on dessine ce qu'on voit, alors que la photographie, elle montre plein de choses en plus. Donc, au final, c'est une manière d'enregistrer la vision à l'oculaire. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, ça n'intéresse personne. Ça, je viens de vous en dire 2 mots. C'est pas vrai du tout, parce que si vous montrez vos dessins, en général, vous suscitez beaucoup d'intérêt de la part de vos interlocuteurs. Et puis, ça n'a pas de valeur scientifique. Alors ça, bon, ça il est vrai qu'à l'ère de la photographie, on a certes beaucoup plus de précision avec toutes les données numériques, mais il ne faut pas oublier que quand il n'y avait pas de photos, au bon vieux temps, eh bien, ce qu'on utilisait, c'était du dessin. Et donc, en fait, c'est une méthode qui est très, très ancienne. Voilà. Là, je vous montre des dessins d'Huygens, de Schiaparelli. Donc voilà, on a commencé à faire des observations astronomiques, à enregistrer des observations astronomiques en dessinant. Bien sûr, il y avait de la description écrite, mais il y avait également du dessin en complément. Donc en fait, on ne fait que renouer avec une technique ancestrale en se mettant à l'astrodessin. Alors, un autre intérêt de cette méthode, c'est que c'est extrêmement simple à mettre en œuvre. Alors, ça peut devenir complexe quand on se met la barre assez haut, mais en fait, c'est vraiment très, très simple, c'est pas cher et donc c'est vraiment accessible à tous. Donc, comme je vous l'ai noté, l'investissement, il est très limité. Il faut un papier, des crayons de papier, une gomme, un support rigide. Voilà, et ça s'arrête là. Donc, en gros, vous fouillez un peu chez vous et vous avez déjà tout le matériel, si bien sûr vous avez déjà votre petit télescope ou votre petite lunette. Donc, la mise en œuvre, elle est extrêmement rapide, puisqu'en fait, il suffit de s'asseoir derrière son oculaire et hop, on se lance. Alors, quand vous comparez avec les temps de mise en place que certains astrophotographes ont, voilà, ça fait rêver parce qu'en 5 minutes, on peut faire un dessin, on peut se lancer pour faire un dessin. Et puis, ce que j'appelle le post-traitement, le temps de post-traitement, c'est donc en fait toute cette amélioration qu'on peut avoir a posteriori, donc notamment pour les photos. Hein, je pense que vous savez tous, si vous vous intéressez à la photo, que les gens passent parfois beaucoup, beaucoup de temps à utiliser des logiciels pour compiler les images qu'ils ont prises, pour les améliorer, pour les coloriser, etc. Eh bien, avec le dessin, alors certes, on peut y passer un petit peu de temps après avoir observé et dessiné, mais c'est même pas obligatoire. Et c'est d'ailleurs moi une approche que j'ai, c'est que en général, mon temps de post-traitement, c'est-à-dire dès que j'ai quitté l'oculaire, il est inférieur à 20 minutes. Allez, on va dire une demi-heure si vraiment je veux fignoler, mais c'est vraiment extrêmement court et souvent c'est même pas ce temps-là, c'est plutôt 5-10 minutes.
Donc, c'est très facile à mettre en œuvre. Alors, voilà quelques exemples du matériel que vous pouvez utiliser, donc, parce qu'il y a en fait plusieurs techniques. Il y a autant de types de dessins, donc dans le dessin classique, et on peut en appliquer beaucoup à l'astrodessin. Donc, je vous ai parlé du papier blanc et du crayon de papier, éventuellement avec des crayons de couleur pour quand on dessine les planètes, ou dans de rares cas que je vous montrerai, voilà, on peut utiliser un petit peu les crayons de couleur. Donc ça, c'est le dessin noir sur blanc. Mais il y a également pas mal de gens qui dessinent en blanc sur noir. Donc, par exemple, avec de la gouache, des crayons blancs, ou alors des pastels secs. Et puis, à côté de ça, vous avez quelques personnes qui pratiquent le dessin assisté par ordinateur. Donc ça, je vous le présenterai également parce que ce n'est pas inintéressant. Alors, pourquoi faire du dessin? Eh bien, en fait, ça a plein d'intérêts pour l'observateur visuel. Déjà, à partir du moment où on commence à dessiner, on va scruter plus longtemps l'objet qu'on veut dessiner. Et donc, à partir du moment où on va insister à l'oculaire, on va voir de plus en plus de détails. Et donc, en fait, ça va aiguiser son sens de l'observation visuelle. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que voilà, quand on fait simplement une observation visuelle et qu'on se donne un programme, parfois, on a tendance à passer assez rapidement d'un objet à l'autre, alors que en prenant le temps de dessiner, eh bien, on va forcer un petit peu, on va chercher à percevoir des détails, et donc du coup, on va vraiment exercer son œil. Du coup, on va également mieux mémoriser l'objet. Et c'est encore mieux si en plus on a pointé l'objet sans utiliser un go-to, c'est-à-dire qu'on l'a pointé en utilisant des cartes et en utilisant la technique du saut d'étoile. Et puis après, donc une fois que le dessin est fait, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir une trace durable de son observation. Et là, je parle de l'observation visuelle, c'est ce qu'on a réellement vu, à la différence de la photo, où la photo, elle révèle souvent des détails inexistants, enfin, inexistants à l'œil, en observation visuelle. Donc là, voilà, on a vraiment une bonne image de ce qu'on a vu. Et puis, quand au fil du temps, on va dessiner plusieurs fois le même objet, on va pouvoir comparer ces dessins et se rendre compte, pourquoi pas, qu'on voit de plus en plus de choses, notamment aussi si on utilise différents instruments. Et puis donc voilà, comme je vous l'évoquais précédemment, c'est que c'est le reflet fidèle de ce que l'observateur a vu à l'oculaire, et donc en cela, c'est différent de l'astrophoto. Alors voilà quelques premiers exemples de dessins. Donc là, je vous ai mis en fait un panel de dessins sur un même objet. Donc en l'occurrence, c'est M42, la grande nébuleuse d'Orion, et différents dessinateurs. Donc voilà, vous voyez qu'il y a du blanc sur noir, il y a du noir sur blanc, et donc autant de dessinateurs, autant de dessins différents, mais c'est tous les mêmes objets. Et donc c'est extrêmement intéressant de pouvoir comparer en fait sa vision, ses techniques de dessin. Et en fait, c'est un petit peu comme dans un musée, hein. On a une galerie d'images qui peut être extrêmement variée, même si on regarde un seul et même objet. Alors, en pratique, maintenant, on va aborder un petit peu cet aspect-là. En fait, il y a plein de façons d'apporter les choses, hein, de présenter les choses. Souvent, en fait, on accompagne son dessin de notes écrites qui peuvent être un texte, comme là, je l'ai fait lors d'une observation que j'ai eu la chance de faire en Guadeloupe, où j'avais un tout petit bout de ciel du sud, et donc j'avais, en l'occurrence, observé Oméga du Centaure. Souvent, donc, le dessin, on
on utilise en fait un gabarit qui permet un petit peu de cadrer les choses et qui permet aussi de noter en dessous, enfin de ne pas oublier les informations qui peuvent être intéressantes. Bon, le gabarit, il n'est pas obligatoire, mais en fait, c'est un petit peu un fil d'Ariane qui est bien pratique en fait, hein, et puis qui permet d'harmoniser aussi l'ensemble de ces dessins. Donc là, vous avez le premier gabarit que j'utilisais quand j'ai commencé à faire du dessin, donc dessin noir sur papier blanc. Bon, depuis, j'ai un petit peu changé mon approche, donc vous allez voir par la suite que j'utilise un autre gabarit. Alors voilà, ça c'est un autre exemple de mise en œuvre. Donc en fait, voilà, ce que je veux vous présenter là, c'est les différentes façons de mettre en œuvre son dessin. Donc, suivant les goûts, on peut faire le dessin direct à l'oculaire. Donc, c'est ce que moi je pratique, c'est-à-dire que je m'assois derrière mon oculaire, je prends ma feuille, mon crayon et je vais dessiner directement sur mon gabarit. Et donc, en fait, ce que je dessine va être mon dessin final. Donc, tous les dessins que vous voyez, que vous allez voir, qui ne sont pas crédités en fait sur cette présentation, ce sont des dessins qui sont de moi. Et c'est les dessins en sortie d'oculaire. Donc, je me permets quelques retouches après, donc à la lumière, lumière blanche, notamment en général, je rends mes étoiles un petit peu plus rondes parce que quand on dessine la nuit, on fait parfois des petits traits au lieu de faire des points bien ronds. Donc, je retouche mes étoiles. Je rajoute 2-3 petits détails que je n'ai éventuellement pas réussi à rendre à la lumière faible de la nuit. Et après, je n'y touche plus. Donc ça, voilà, ça c'est le dessin direct à l'oculaire. Beaucoup de gens pratiquent également le brouillon. Donc, ils font leur dessin, mais ils considèrent que c'est un brouillon à l'oculaire. Et puis, ils vont faire une remise au propre qui, en général, est très rapide. Donc, bon, quand on dessine la nuit, souvent, les remises au propre sont faites dès le lendemain matin, le lendemain après-midi, de façon à garder, en fait, encore une vision assez fraîche dans l'esprit et pouvoir restituer correctement ce qu'on a vu. Et puis, il y a une approche assez particulière que je trouve intéressante, mais qui n'est pas beaucoup pratiquée. C'est celle de Bertrand Laville, qui est donc de faire la technique des isophotes. Donc là, en fait, c'est ce qui est illustré. Et la technique, c'est de dire, bon, bah voilà, plutôt que de dessiner des différents flous, donc là, moi, je parle de ciel profond hein, dans ce cas-là, on va dessiner des zones de brillance. Donc, comme vous pouvez le voir, Bertrand, là, il a dessiné la nébuleuse Oméga, M17, et il a défini des zones de brillance sur son brouillon, donc c'est le dessin du haut. Et ces zones de brillance, donc il a fait ce qu'on appelle des isophotes, hein, qu'il a numérotées selon une échelle qui lui est propre pour dire voilà les niveaux d'intensité, le 1 étant le plus faible et le 9 étant le plus brillant. Et donc c'est ces isophotes-là qui vont lui permettre de remettre ensuite au propre en faisant des beaux dégradés. Et donc, à ce moment-là, il dessinait encore en noir sur papier blanc. Et puis ensuite, il passait son dessin, par exemple, au scanner et il faisait un négatif. Voilà, donc ça, c'est une technique en 3 étapes, comme Bertrand l'applique. Alors après, on peut imaginer d'autres façons de faire. Hein. C'est un petit peu à chacun de faire sa cuisine. L'essentiel étant qu'on essaye d'être le plus fidèle dans la restitution par rapport à ce qu'on a vu. L'idée, c'est évidemment de ne pas tricher, de ne pas imaginer des choses qui n'existent pas, enfin, de ne pas dessiner des choses qui n'existent pas. Alors, donc je vous parle beaucoup de dessins noirs sur fond blanc. Donc, je vous montre ici des dessins lunaires qui ne sont pas de moi. Je vous montre ces dessins-là tout simplement parce que moi, je n'ai jamais fait de dessin lunaire sur papier blanc. J'ai commencé directement sur papier noir.
En fait, initialement, je ne dessinais quasiment que du ciel profond, nébuleuse, galaxies. Et donc, la Lune n'est pas mon sujet de prédilection. Mais je vais vous expliquer après que, en fait, j'en ai fait un petit peu. Donc, en voilà un autre, un dessin qui a été fait en grand format. Donc, on peut quand même restituer énormément de détails, et notamment la Lune, qui est un sujet absolument, c'est un sujet absolument incroyable. Alors, la Lune n'est pas le sujet le plus simple pour commencer. Moi, je vous conseille vraiment, si vous voulez vous lancer, de commencer plutôt par du ciel profond, des objets brillants, mais ou moins, parce qu'en fait, on peut aussi commencer sur une petite galaxie floue avec peu de détails. Certes, c'est pas spectaculaire à voir en dessin, mais au moins, ça a le mérite d'être très simple à dessiner. Là, on est sur du dessin lunaire, et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de détails. Donc, ce genre de dessin, on y vient quand même en général dans un deuxième temps. Voilà. Et donc, là, je vous fais un petit parallèle entre un dessin sur papier blanc de la Lune et puis un dessin sur papier noir. Et en fait, c'est là où moi, c'est un moment assez clé dans ma carrière, si je peux dire, d'astrodessinatrice, c'est que j'ai eu l'occasion sur les RAP, alors par contre je ne me souviens pas très bien de l'année, mais c'était à mon avis aux alentours de 2010, j'ai eu l'occasion de voir quelqu'un dessiner la Lune sur du papier noir avec du pastel sec. Et en fait, ça a été un peu comme une révélation pour moi. Je me suis rendu compte que donc cette technique-là était pas plus difficile que le crayon de papier, et surtout qu'elle était tout à fait spectaculaire, parce que le rendu est vraiment, vraiment chouette, et en plus elle est beaucoup plus intuitive. C'est plus facile de dessiner avec le crayon du blanc que sur la Lune, que de mettre sur le papier blanc des zones d'ombre. Donc le crayon de papier, lui, va mettre en valeur des zones d'ombre, alors que sur papier noir, le pastel steak blanc, lui, va mettre en évidence les zones de brillance. Et c'est une logique qui est beaucoup plus facile à appréhender. Et donc, en fait, mon premier dessin de la Lune, eh ben, c'est celui-là. C'était mon premier dessin en pastel sec, et en fait, j'y ai passé 1 heure et demie. Et quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, c'est effectivement la solution pour faire de beaux dessins en, en lunaire. Et donc, je me suis lancée dans la technique papier noir et pastel sec, que j'ai par la suite appliquée au ciel profond. Alors, je ne dis pas que les dessins sur papier blanc ne sont pas beaux, hein, loin de ça. Mais pour moi, j'ai tout de suite, voilà, j'ai trouvé que c'était une solution qui était beaucoup plus chouette. Donc, je me suis lancée là-dedans. Alors, voilà, comme je vous disais, j'ai fait la bascule également sur le ciel profond. Donc, à gauche, un dessin que j'avais exécuté au crayon de papier sur la nébuleuse de la Lyre, M57. Et puis, à droite, un autre dessin directement sur canson noir avec du pastel sec. Et tout de suite, bon, c'est vrai que le rendu est totalement différent et finalement plus proche de la réalité. Alors, une autre solution pour retrouver en fait la vision originelle à l'oculaire, hein, qui est un fond de ciel noir et puis un objet qui est blanchâtre, faiblement lumineux, c'est d'utiliser le passage en négatif. Donc, soit vous scannez vos dessins sur papier blanc, soit vous les photographiez, et puis après, vous allez utiliser une fonction négatif sur votre logiciel de dessin. Donc ça, c'est quelque chose qui est, je pense, maintenant connu de tous et qui se fait vraiment très simplement. Donc là, c'était un dessin avec une simple paire de jumelles que j'ai fait dans le désert du Sahara, puisque j'avais eu l'occasion d'aller voir une éclipse de soleil annulaire en 2005 en Tunisie. Et donc après, à part le noir et blanc,
parce qu'en fait, on dessine quand même beaucoup en noir et blanc, hein, puisqu'on voit beaucoup en noir et blanc au travers d'un télescope, sauf dans de rares occasions. Mais on a quand même l'occasion de temps à autre de voir des objets en couleur. Alors, il faut bien le reconnaître, les occasions sont quand même assez limitées. En général, on peut le faire sur des planètes et également sur quelques objets du ciel profond à condition d'avoir un grand diamètre instrumental. Donc là, à gauche, je vous ai mis un dessin de Serge Geillard qui a été effectué au télescope de 62 cm de l'Observatoire de Saint-Véran. Et puis moi-même, j'ai eu l'occasion d'observer dans un télescope de 1 mètre qui appartient à Frédéric Géa, la Stellarzac. Et donc, cette petite nébuleuse planétaire, NGC 7009, est toute bleue. Et donc, voilà, ça a été l'occasion pour moi de sortir mes pastels secs de couleur. Je vous avoue que c'est très rare. Hein. Les pastels de couleur sont encore quasiment neufs parce que les occasions sont vraiment pas courantes. Mais voilà, on peut faire du dessin en couleur aussi. Et bon, c'est vrai que c'est assez gratifiant quand on en a l'occasion. Alors, une autre technique pour ceux qui ont un petit peu peur de se lancer dans le dessin en se disant comment je vais faire pour m'y retrouver. Jean-Raphaël Gillis avait proposé dans la revue Ciel Extrême, et donc Bertrand Laville utilise également cette technique, la formule du prêt à dessiner. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est d'aller préparer son champ étoilé dans un logiciel. Vous savez par exemple que vous allez dessiner M8 ou IC 4665, eh bien vous allez rechercher le fond de ciel étoilé dans un logiciel, donc ici Guide, et vous allez pouvoir ensuite rajouter les éléments que vous souhaitez par-dessus. Donc en haut, c'est IC 4665 de mémoire, c'est une voilà, donc je pense qu'en fait, alors je ne sais plus, un IC, ça doit être une nébulosité, je ne m'en souviens plus. Mais en tout cas, a priori, oui, c'est ça. Jean-Raphaël l'avait observé avec une petite lunette, donc il n'avait pas vu les nébulosités d'IC 4665. Par contre, il avait vu des étoiles supplémentaires. Donc vous pouvez voir que à gauche, le champ est il y a moins d'étoiles, alors qu'à droite, il y en a plus. Donc, on rajoute des étoiles manquantes. Et puis, bien sûr, quand on voit les nébulosités, on va venir les rajouter. Donc, c'est l'exemple du bas, où vous avez à la fois des étoiles qui ont été ajoutées, et puis également des nébulosités. Alors ça, c'est une technique qui est assez rassurante parce que voilà, vous avez déjà un cadre, vous avez le bord de votre oculaire, vous avez les étoiles qui sont là pour vous guider, et vous n'avez plus qu'à rajouter les petites taches floues des nébuleuses. Donc ça peut être vraiment sympa pour commencer. Et puis, c'est également un gain de temps. Quand on veut vraiment voilà, être efficace, on peut utiliser cette technique. Bon, moi, personnellement, je n'utilise pas ça, mais pourquoi pas? Tout est ouvert. Alors, comme je vous le disais, c'est très bien, en fait, c'est quand même assez rassurant d'utiliser des gabarits. Donc là, je vous en montre deux autres. Donc à droite, c'est le gabarit que j'utilise à l'heure actuelle. Donc au départ, je ne fais que dessiner un cercle de 10 cm sur mon papier noir. Et puis après, je vais venir rajouter les informations que j'aurai prises à l'occasion du dessin en dessous. À gauche, vous avez une fiche d'observation plus normalisée avec plein d'informations que vous pouvez ajouter. Et donc ça peut être évidemment tiré à l'imprimante. Donc là, en l'occurrence, si c'est un dessin, enfin c'est une fiche d'observation pour un dessin de ciel profond. Parce qu'en fait, on a également des fiches de dessin d'observation pour le planétaire et le solaire. Je vais vous montrer juste après pour le solaire. Donc, comme je vous disais, le dessin, c'est quand même très intéressant de
le compléter par des informations pratiques. Donc là, encore une fois, vous faites ce que vous souhaitez. Vous pouvez récupérer beaucoup de données ou pas beaucoup. C'est vraiment, chacun fait comme il le souhaite. Moi, ce que je conseille quand même, c'est de mettre la date, l'heure d'observation, l'instrument utilisé avec le grossissement, le lieu avec éventuellement l'altitude, parce que selon qu'on observe en plaine ou à la montagne, évidemment, les conditions d'observation ne sont pas du tout les mêmes. Et puis après, en option, vous pouvez également noter la qualité du ciel. Donc, c'est-à-dire la transparence qu'on va noter par un T, la turbulence qu'on va noter par un S. Donc, ça, c'est, on va dire, des modes de mesure qui sont communément admis dans la communauté amateur. Je vais vous les montrer juste après. Pourquoi pas l'humidité, la température, la présence ou non de vent, ce qui va en fait donner des informations quand on viendra revoir le dessin ultérieurement. Ça permettra de dire, bon, bah voilà, ce soir-là, j'avais dessiné dans de bonnes conditions ou au contraire dans des conditions qui étaient un petit peu difficiles parce qu'il y avait beaucoup de vent ou de l'humidité. Et puis, une autre chose qui est importante de faire, c'est d'orienter son dessin. Donc, orienter son dessin, en fait, c'est assez simple quand on a l'œil à l'oculaire. Il suffit simplement de noter le sens de déplacement de l'objet quand il n'y a pas de motorisation. L'objet, il sort du champ de l'oculaire. Et ça indique l'ouest. L'objet, il va d'est en ouest. Et donc, voilà, on met la flèche ouest. Et après, si on veut, on peut rajouter la flèche en direction du nord, mais ça peut même se faire a posteriori. Alors, je vous parlais de la transparence et de la turbulence. Là, voilà, je vais passer assez rapidement, mais je voulais quand même vous le montrer. On a des échelles qui vont en général de 1 à 5 et qui vont en fait donner un ordre d'idée pour savoir si la transparence du ciel et la turbulence. Donc, la transparence, c'est le fait que c'est voilé ou pas, que c'est dégradé par la pollution lumineuse. Et puis la turbulence, par contre, c'est les cellules, en fait, l'atmosphère en fait est plus ou moins agitée et donc ça va agir sur la qualité des images. Elles vont plus ou moins danser. Et donc en général, on regarde les étoiles pour juger de la turbulence. Et donc c'est également très intéressant de noter, surtout quand on va, par exemple, dessiner des amas ouverts, donc des amas d'étoiles. Donc là, c'est intéressant. Ça l'est moins pour des nébuleuses. C'est également très intéressant quand on fait du dessin planétaire, la turbulence. Là, je vous montre également rapidement un petit outil qui permet d'évaluer rapidement la qualité du ciel. Ça s'appelle un SQM et ça évalue la magnitude limite visuelle à l'œil nu. Et donc, en fait, c'est surtout un outil qui, là, va le quantifier de façon électronique. Donc, c'est un petit outil que tous les observateurs n'ont pas, mais qui permet effectivement de savoir d'un jour sur l'autre, enfin, d'une nuit sur l'autre, comment est la qualité de son ciel. Donc là, vous voyez que ça donne un chiffre. Et en général, quand on a des ciels supérieurs à 19, 20, voire 21, là, on est dans des très bons ciels. Quand on est en dessous de 19, on est plutôt sur du ciel de banlieue, voire du ciel de ville, si on descend en dessous. Voilà, donc il y a plein de façons d'aborder la chose. Rien n'est obligatoire. Mais voilà, il y a plein d'outils pour le faire, soit un petit peu empirique, soit un petit peu plus précis, comme ce Sky Quality Meter. Autre outil important dont je n'ai pas parlé au début, mais qui est quand même plus que nécessaire, c'est la lampe. Alors, quand vous allez dessiner du ciel profond, il faut absolument utiliser une lumière rouge pour ne pas vous éblouir, parce que pour voir l'objet dans l'oculaire, il ne faut pas éclairer trop fort son papier. Donc, il faut utiliser absolument une lumière rouge et
il faut qu'elle soit la plus faible possible. Donc là, ça dépend des personnes. Il y en a qui ont besoin de pas mal de lumière, d'autres moins. Mais la lumière rouge est absolument indispensable pour le ciel profond. Par contre, quand vous voulez observer et dessiner la Lune et les planètes, là, c'est beaucoup moins grave si vous utilisez de la lumière blanche, puisque de toute façon, la Lune éblouit à l'oculaire, donc vous pouvez utiliser une lumière blanche. Donc là, je vous ai mis en fait en regard un dessin de M27 et puis j'avais un de mes amis qui m'avait pris en photo au moment où je le réalisais à l'oculaire. Je vous parlais d'un gabarit pour le soleil. Donc là, en voici un. C'est un vieux gabarit parce que j'ai dessiné le soleil il y a longtemps, mais j'avoue que je ne le dessine plus beaucoup. Donc, le soleil, en fait, ce qui est bien, c'est d'avoir un gabarit avec l'équateur de dessiner, ce qui permet de mieux positionner les tâches. Et puis, également, le soleil, il faut savoir qu'il est un petit peu aplati. Donc, en fait, le gabarit, il n'est pas tout à fait rond. Donc là, encore une fois, avec des informations en bas concernant les circonstances dans lesquelles le dessin a été fait. Un autre dessin de planète. Donc, comme je vous le disais, moi, ce n'est pas ma spécialité. Donc, ce sont des dessins assez anciens, comme pour le soleil. Donc là, en l'occurrence, j'avais mis en dessin le transit d'un satellite devant le disque de la planète en 1999. Donc ça, c'est en haut à droite de la présentation. Et puis, j'ai également mis un dessin de Roger Hello qui a été réalisé à la Grande Lunette de Strasbourg, qui montre en fait l'évolution de la bande équatoriale nuageuse de Jupiter. Donc là, ça vous montre en fait l'étendue des possibilités en dessin selon donc la taille de l'instrument. Voilà, vous allez avoir plus ou moins de détails, mais vraiment, il y a de quoi s'amuser en fonction de ce qu'on pointe et de son diamètre instrumental. Un autre dessin de planète, donc ici c'est Mars, donc au choix, en noir et blanc ou en couleur. Mathieu Pron qui dessine au crayon de couleur, qui fait de très jolis dessins de Mars. Et puis voilà, donc là, je repasse sur la Lune, donc je reviens vers mes dessins, pour vous dire en fait que donc la Lune, c'est un sujet qui est un petit peu plus difficile que le ciel profond, mais qui par contre est très gratifiant et qui peut se faire vraiment avec tous les diamètres d'instruments. Là, la plupart des dessins que je vous présente ont été faits avec des instruments entre 130 mm et 400 mm. Et on peut même dessiner en fait avec une toute petite lunette de 60 ou 70 mm de diamètre. Et en fait, c'est simplement le niveau de détail qui va différer, puisque plus vous avez du diamètre, plus vous avez des détails. Donc, quelque part, ça peut être bien pour commencer de dessiner la Lune avec un petit instrument, ce qui va vous éviter de vous perdre dans les détails. Un autre point que je souhaite évoquer, c'est qu'il faut apprendre à ne pas dessiner trop petit. C'est quelque chose que moi j'ai beaucoup fait au début, que j'ai longtemps fait même. Et j'ai quelques amis qui m'ont dit mais pourquoi tu dessines dans des cercles qui sont si petits? Et en fait, peut-être parce que justement ça me rassurait, j'avais des bords, c'était pas trop grand. Et un jour, je me suis lancée et je me suis rendu compte que dessiner sur une grande feuille, enfin en tout cas sur tout l'espace de la feuille, tout l'espace disponible, est en fait beaucoup plus simple que de vouloir faire un petit dessin parce que vous avez plus de place pour poser les détails et donc au final, vous allez gagner en précision. Donc, si je peux vous donner un conseil, si vous souhaitez vous lancer, essayez de dessiner plutôt sur du grand
que sur du petit. Alors, quand je dis grand, hein, c'est directement un format A5 ou un format A4. Le A5, c'est une demi-feuille A4. Mais pourquoi pas directement sur du A4. Et la Lune s'y prête très, très bien. Vous avez de la place et vous allez pouvoir mettre plus de détails. Vous allez pouvoir explorer une plus grande zone en utilisant toute la feuille. Pour le ciel profond, ça peut moins se justifier dans le sens où souvent quand même vous avez assez peu de détails. Donc là, en l'occurrence, c'était un dessin sur une feuille A4, bon, que j'ai un petit peu rogné, là, qui est au final plus carré, mais la hauteur de l'image correspond à un format A4. Ici, donc là, il s'agit de mes gabarits au format A5, voilà, une feuille A4, 2 gabarits par feuille. Et là, je vous montre à la fois un petit dessin aux couleurs, encore au télescope de 1 mètre de diamètre de Frédéric Géa, et puis un autre en noir et blanc, parce que bon, c'est quand même la majorité du temps comme ça qu'on voit des objets du ciel profond. Dans un télescope de 300 mm de diamètre, 360 mm de diamètre. Et puis ici, je vous présente des dessins de Serge Vieillard et Bertrand Laville, qui sont des astrodessinateurs quand même assez réputés. Et puis je vous invite simplement à regarder ces dessins qui sont pour moi vraiment très représentatifs de ce qu'on voit à l'oculaire. Voilà, les détails de M64 dans son disque, donc M64 qui est une galaxie, bon, certes réalisée avec un télescope de 1,20 m, mais malgré tout, c'est bien ce qu'on voyait dans ce télescope. Ou encore, voilà, les yeux de la nébuleuse du Hibou. Et en fait, voilà, je pense que ces dessins sont tout aussi esthétiques qu'une photographie, et ils sont vraiment le reflet fidèle de ce qu'on peut voir à l'oculaire. Et pour finir, donc en fait, moi, ce que j'incite à faire beaucoup et ce qui se fait en fait maintenant de plus en plus, c'est à partager ses dessins. En fait, c'est relativement facile aujourd'hui avec les outils numériques. On peut scanner, on peut faire une photo de son dessin, et puis ensuite on va mettre ça sur Internet, ou mieux encore, on va montrer ces dessins directement lors de rassemblements d'astronomes amateurs, lors d'expositions. Et en fait, en général, ça émerveille tous ceux qui les voient, que ce soit des astronomes amateurs, ou alors des gens qui ne connaissent pas la technique, qui ne connaissent pas l'observation, qui ne connaissent pas bien l'astronomie. Et en fait, ça leur permet de découvrir ce qu'on peut voir. Donc, en fait, il faut absolument partager ces dessins. Un certain nombre d'astrodessinateurs partagent leurs dessins également sur leur site internet personnel, où là, voilà, je vous montre par exemple une adresse qui est un exemple de base de données d'un petit groupe d'observateurs auquel j'ai participé un petit peu, et je devrais d'ailleurs prochainement rajouter des dessins également. Donc, c'est vraiment en fait une source de partage qui est géniale en fait. Et en fait, vous voyez, je vous les montre par le biais de cette présentation, et c'est pour moi un vrai plaisir que de vous inciter à le faire. Voilà, donc en conclusion, je me permets de vous rappeler un petit peu tous les avantages de cette technique. Tout d'abord, le dessin. C'est extrêmement simple à mettre en œuvre, c'est pas cher. Vous avez potentiellement déjà tout le matériel à la maison pour faire vos premiers dessins. Donc, moi, je ne peux que vous inciter à vous lancer si la technique vous titille. Il n'est pas indispensable du tout de savoir dessiner, et je mets ça entre guillemets, parce qu'en fait, on dessine la plupart du temps que des points et des taches floues.
bon, sauf dans le cas de la Lune, je vous le concède. Et puis surtout, en fait, tous les astrodessinateurs le disent, hein, ça apprend vraiment à mieux appréhender les objets, à les regarder en détail, à avoir davantage de choses. Donc, c'est vraiment un excellent exercice pour aiguiser son œil d'astronome. Je vous ai également indiqué un article que j'ai rédigé pour le site Stellvision qui reprend en fait un pas à pas pour faire votre premier dessin astronomique. Donc, je pense que je vais vous le partager après cette présentation. Rapidement, je vais vous le montrer. Donc voilà, ça pourra vous servir éventuellement de point de départ si vous avez envie de vous lancer. Et puis, à tous les auditeurs, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est à vous de jouer. Voilà. Alors, je vais quitter cette présentation et puis je vais rapidement aller sur l'article, juste pour vous montrer. Donc, ce petit article, donc vous retrouverez l'adresse en dernière page de la présentation là, que je viens de quitter. Et donc, voilà, je ne le détaille pas plus que ça reprend la plupart des éléments que je vous ai cités. Mais je voulais quand même vous montrer ces quelques dessins qui vont vous permettre de comprendre comment on réalise son premier dessin. Donc, en l'occurrence, vous allez poser vos étoiles les plus brillantes dans le champ de votre oculaire. Je l'évoque rapidement, juste. Ensuite, vous allez venir mettre en place les étoiles les plus faibles. Ensuite, une fois que vous avez mis en place vos étoiles, vous allez dégrossir votre dessin du ciel profond. Et puis, vous allez ensuite venir améliorer votre dessin en utilisant du papier buvard, etc. Voilà, donc là, vous avez tous les détails. Et maintenant, voilà, je le répète, à vous de jouer. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Karine Souplet, merci pour cette très belle présentation. L'astrodessin, c'est effectivement quelque chose de fabuleux. En tout cas, ça permet de revenir à une astronomie, on va dire, plus traditionnelle, plus affective en tout cas, et ça permet de retrouver les vraies bases de l'astro à une époque où malheureusement, on trouve une légion de photos astronomiques photoshopées. Ah oui, ça c'est sûr, mais en fait, il en faut pour tout le monde. Et effectivement, moi, l'astrodessin, j'aime beaucoup parce que c'est ce que j'ai dit, je pense, c'est répété plusieurs fois. C'est le côté accessible qui est bien, et puis ce côté aussi restitution de l'aspect visuel. En fait, les photos, elles font souvent rêver, hein. Il y a des choses magnifiques, mais on est parfois un petit peu au-delà de la réalité. Et donc le dessin, voilà, ça permet vraiment de revenir à la base. Et je pense que pour un débutant, c'est beaucoup moins effrayant passer ce premier stade de je dois me lancer en dessin. Alors justement, pour continuer sur ton intervention, j'aimerais qu'on parle de ce livre que j'ai introduit en préambule, le voici, hein, le ciel au télescope. Alors, il est coécrit avec Bertrand d'Armagnac et j'ai eu une très, très grande surprise en le recevant. C'est déjà un livre de terrain parce que c'est un livre qui est spiralé, hein, comme les anciens cahiers. Et ça, c'est assez voilà. parce qu'il est décliné sous forme de fiches. C'est vraiment un livre qu'on emmène sous les cieux quand on observe. Exactement. En fait, quand on l'a écrit, donc c'est Bertrand en fait qui m'a proposé cette collaboration initialement. On se connaissait déjà. Lui avait déjà écrit un livre du même format qui s'appelle Le ciel aux jumelles, qu'il avait édité et qui fonctionnait très bien. Et en fait, il a voulu aller plus loin. Et complété en fait par un livre consacré à l'observation au télescope. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'objectif du ciel aux jumelles et maintenant du ciel au télescope, c'est de s'adresser aux débutants. Alors, les débutants, mais pas seulement, hein, parce que le livre, il va servir également à n'importe qui comme un petit peu un pense-bête pour trouver quelques idées d'observation. Mais on l'a vraiment écrit
en pensant en permanence à la personne qui débute, qui a un instrument de taille assez modeste. Ça commence dès 60 mm de diamètre, donc c'est une petite lunette, comme beaucoup de gens en achètent pour débuter, jusqu'à 200 mm. On a voulu donner toutes les informations qui vont servir à ce débutant pour apprendre à utiliser son instrument, décrypter le ciel, ce qu'il y a à voir, comment s'y prendre pour s'y retrouver. Et puis après, eh bien, attaquer les observations elles-mêmes. Et au moment d'observer, c'est déjà, qu'est-ce qu'il y a à voir suivant les saisons, qu'est-ce que je peux voir en fonction de la taille de mon instrument, et puis comment je vais trouver ce petit objet justement qui est caché dans le ciel. Alors parfois il est brillant si c'est une planète, mais parfois il faut vraiment savoir bien viser. Donc on a vraiment mis toutes nos forces dans la clarté des explications, la présence de cartes, des descriptions précises, explicites. On a voulu faire court pour ne pas noyer le lecteur dans plein d'informations. En fait, tout est orienté vers l'utilisation sous les étoiles. Donc, c'est également tout l'intérêt de cette spirale. En fait, je ne sais pas si tu as été jusque-là, mais le livre, on peut même le plier complètement, ce qui permet de n'avoir plus qu'une seule, une plus grande compacité. Et donc, voilà, vous pouvez garder votre carte sous la main en même temps que vous avez vous avez l'œil à l'oculaire, pardon. Oui, Voilà. tout à fait. Alors, c'est ce que je montrais là. On peut le plier effectivement complètement. C'est un vrai livre de travail. Pour moi, je redécouvre une certaine forme de l'astronomie que je connaissais étant plus jeune, c'est-à-dire la vraie astronomie observationnelle. Alors, il n'y a pas de vraie astronomie, bien évidemment, mais je parle de cette astronomie de terrain qui fait que là, nul besoin d'appareil photo ni de CCD, un télescope, une lunette à partir de 60 mm, comme tu le disais. Alors, il est illustré d'une foultitude d'illustrations, en particulier de dessins qui sont très précis, très didactiques, qui font presque rêver parce que c'est vraiment très, très beau. Tout un tas d'indications. L'ouvrage commence aussi par un rappel de beaucoup de petites choses très intéressantes. Et je le répète là, vraiment, ça n'est pas technique du tout. C'est à la portée du débutant et de celui ou de celle qui veut approfondir les observations du ciel. On a par exemple, là, je vois à la page 28, l'éclat, la taille, la distance des astres, les angulaires. On a tout un tas de petites choses avant d'attaquer. Alors, non seulement certains objets du catalogue de Messier, mais aussi, en général, tous les objets visibles à l'œil nu dans le ciel. C'est en fait l'annuaire des plus beaux objets à observer dans le ciel. Oui, voilà. Alors, ce n'est pas que des objets visibles à l'œil nu, hélas, parce que voilà, on est dans l'observation au télescope. Voilà, quand je voulais dire, vous entendez que ce sont des objets qui sont accessibles à l'œil, voilà. sans CCD, sans appareil photo. Voilà, exactement. Voilà, l'œil à l'oculaire, tout à fait. On a pris le plus grand soin à sélectionner des objets qui sont accessibles. Alors, malgré tout, il y a une soixantaine de… Alors, déjà, il y a toute la partie planétaire et lunaire qu'il ne faut pas négliger. C'est une partie quand même qui est très intéressante, notamment pour le débutant, parce que ce soit la Lune ou les planètes, pour la plupart, on les voit à l'œil nu, là, carrément. Donc, elles sont très simples à pointer avec le télescope, et puis il y a des choses à découvrir dessus. Donc, c'est effectivement aussi de très beaux sujets d'observation avec un instrument. Mais ensuite, donc, pour la partie ciel profond, la sélection, elle a été faite justement sur des objets qui sont relativement faciles à voir, plus ou moins. Alors, en fait, il y avait deux critères. Il y a des petits, un petit cartouche en fait qui reprend en fait notre système de sélection. C'est que bon, on a voulu que tout soit accessible, même si c'est parfois un petit peu difficile, avec les trois instruments qu'on détaille. Donc, c'est la lunette de 60 mm, le télescope de 130
et le télescope de 200 mm. Donc, évidemment, c'est plus facile de voir certains objets dans un télescope de 200 que dans une lunette de 60. Mais il y a aussi des objets qui sont très bien visibles à la lunette de 60 et qui, évidemment, vont être superbes dans un télescope de 200. Et effectivement, donc en l'occurrence, c'est moi pour une grande partie qui ai fait cette sélection d'objets. Je n'ai pas voulu m'arrêter au catalogue Messier parce que le catalogue Messier, on en parle beaucoup, mais ce n'est pas la panacée. Il y a aussi plein d'autres objets qui ne sont pas des objets Messier et qui sont absolument superbes à voir dans des petits instruments. Donc, il y a des objets du catalogue NGC. Il y a même des objets qu'on appelle des astérismes, qui sont des découvertes d'astronomes amateurs comme moi. Alors, il y a notamment, si je me souviens bien, il y a Pico 1 ou Pico 2, pardon. Il y a un astérisme Potier 11. Voilà, il y a des… Et donc ça, ce sont des noms d'astronomes amateurs. Je vous évoquais tout à l'heure un ami qui s'appelle Yann Potier. Eh bien, il a découvert des petits objets. Et ces petits objets-là, donc c'est un catalogue non officiel, un catalogue d'astérisme. Malgré tout, c'est des objets qui sont maintenant très fréquentés par les astronomes amateurs et surtout qui sont faciles à voir, qui sont parfois rigolos, qui ont des drôles de formes. Et donc voilà, eux aussi méritent d'être observés par les débutants. Alors, voilà, la sélection est éclectique. Pour revenir à cette première partie observationnelle dans le bouquin, c'est une découverte, je ne vais pas dire quasi totale, mais c'est une grande découverte de la Lune parce qu'il y a plusieurs fiches sur la Lune. Donc, il y a la Lune des premiers jours. Je feuillette au gré en même temps que… Voilà. Et puis, il y a un petit peu d'humour. Par exemple, à la page 50, toujours concernant notre satellite du nectar et un peu de tranquillité. Bref, il y a vraiment une découverte sur les traces d'Apollo 11 pour localiser l'endroit d'alunissage d'Apollo 11. C'est déjà une découverte ou une redécouverte par l'observationnel de notre banlieue la plus proche, la Lune. Exactement, parce que la Lune, effectivement, c'est le sujet le plus facile à pointer. Il y a énormément de choses à découvrir et en même temps, sa surface est tellement complexe qu'on s'y perd assez facilement. Donc, voilà, on donne les principales clés pour découvrir les grandes formations. La Lune, c'est un spectacle sans cesse renouvelé de jour en jour et il faut bien sûr penser à l'observer parce que elle est tellement belle que ce serait dommage de s'en priver. Karine, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Je suis ravie d'avoir participé à cet exercice que je n'ai pas du tout l'habitude de faire, mais j'espère que les auditeurs vont se lancer dans le dessin et j'espère voir de futurs dessins, peut-être que j'aurai inspiré par cette présentation. Merci de m'avoir donné cette visibilité. En tout cas, voilà, donc n'hésitez pas une seconde, Le ciel au télescope, publié chez Stelvision, c'est vraiment un ouvrage absolument magnifique. Voilà, n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à faire connaître éventuellement, si vous avez été satisfait, la chaîne du laboratoire de recherche sur la foudre, donc la chaîne Labo Foudre. Et puis, il y a un petit clic Tipeee éventuellement pour nous soutenir si cela vous tente. C'est toujours les petites gouttes qui font les grands océans. Karine, à très très bientôt. Merci et j'espère que tu recevras beaucoup de dessins après cette intervention. Allez, bonnes observations à tous. Merci, au revoir. Au revoir.